Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce matin, je vais essayer de vous faire un résumé puisqu'il est assez dense et assez complet. On remerciera Mathilde, Sandrine, Benoît qui ont beaucoup travaillé dessus et puis Frédéric Gérard-Lévesque à la formation qui m'a accompagné pour cette intervention ce matin. Donc, on va synthétiser un tout petit peu tout ce qui a pu se passer cette année et ce qui va arriver l'année prochaine en termes de social. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, quand on parle de tendance, que ça va être la couleur de l'année prochaine, parce que les tendances c'est important, donc c'est Living Coral. C'est Pantone qui nous annonce la couleur de l'année, donc petit conseil, hyper fashion, voilà, vous allez être au top cet été si vous voulez être au top de la tendance, ça va être ça. Et effectivement sur les influenceurs et le social, notre petit coup de cœur, voilà, c'est Gif Pomme, 8,9 millions d'abonnés, donc effectivement il y a des fois on se demande pourquoi on fait autant de marketing, un petit chien, un petit chat, et ça marche toujours aussi bien. Plus sérieusement, la première tendance, on va mettre bien les pieds dans le plat, c'est clairement répondre à la crise de confiance. Alors là, évidemment, on a mis Facebook, mais il n'y a pas que. On voit que de manière générique, on est arrivé à des plateformes qui ont une taille vraiment, je pense, inattendue. Et donc, quand on a des grands pouvoirs, on a des grandes responsabilités. On voit bien, au-delà de toute vision complotiste, que c'est juste compliqué de gérer autant de conversations, autant d'usages différents sur ces plateformes. On a eu le Cambridge Analytica Gate, donc on a bien vu à quel point même sur de la publicité ciblée, bien utilisée, on peut potentiellement influencer l'audience et pourquoi pas la pousser à voter d'une façon ou d'une autre, que ce soit aux États-Unis ou pour le Brexit. On voit aussi qu'il y a tout un tas d'acteurs. On nous parlait avant des poupées russes. Aujourd'hui, on voit que, entre autres, en Russie, il y a des équipes entières de personnes qui sont là pour créer du contenu, amplifier certains types de contenus. On va retrouver aussi beaucoup la Syrie et d'autres peut-être États plus démocratiques où il ne faut pas non plus se leurrer, qui sont aussi à la manœuvre. Donc on voit bien que voilà, il y a une logique et entre autres sur les gilets jaunes, on l'a vu aussi la semaine dernière avec certains contenus qu'on reprend d'années antérieures ou de sujets qui n'ont rien à voir. L'idée étant évidemment de faire réagir. Il y a une prime à l'engagement sur ces plateformes, donc au like, au share, au commentaire. Donc finalement, il y a un peu une prime à tout ce qui est émotionnel et tout ce qui va aussi polariser les choses. Finalement, plus j'ai de lovers, mais surtout plus j'ai de haters et plus potentiellement mon contenu risque de remonter, risque d'apparaître. Et donc, quelque part, ça nous pousse un tout petit peu à la fois à voir que des contenus qui pensent comme nous, donc ça c'est un peu le sujet d'Infobulle, et en même temps aussi d'avoir un peu du mal à débattre. On l'a vu entre autres chez Twitter, et ça c'est rien puisqu'on a encore les deepfakes qui arrivent. Donc les deepfakes, c'est vraiment la capacité, grâce à de l'intelligence artificielle avec des logiciels qui vont devenir quasiment accessibles à chacun, de prendre un certain nombre de photos, de vidéos d'une personne existante et d'être capable de la mapper sur soi-même avec un fond vert. Ça veut dire que je vais pouvoir faire prononcer un homme politique à une personne, ce qu'il n'a jamais dit. Et donc, effectivement, il ne suffira pas de le prétendre comme Trump dans un tweet, on pourra quasiment montrer la vidéo, et ça de manière très facilement. Là, on voit par exemple Nicolas Cage qui a été intégré dans un clip. Donc, vous imaginez un tout petit peu ce que ça va donner si effectivement on peut même plus se fier, on va dire, à une vidéo ou à un visuel. On aura beau rationnellement expliquer que cette vidéo est fausse, si émotionnellement on a déjà impacté les gens, ça sera compliqué. On voit aussi qu'il y a un vrai sujet sur la vie privée. On a eu évidemment la RGPD cette année. Il y a le Consumer Privacy Act aussi aux États-Unis qui est un peu en train de s'inspirer. On voit que il y a eu constamment des usages grâce à la big data plus ou moins éthiques, même si dans certains cas ils étaient légaux. On voit qu'il y a des fuites de données. Alors là j'ai mis les GAFA, mais je pense qu'on peut regarder côté marque et annonceurs, c'est la même chose. Il y a eu un nombre d'entreprises qui se sont fait hacker. Et ce matin je voyais encore, je crois que c'est le ministère des Affaires étrangères qui a envoyé un mail pour dire que certaines personnes avaient eu leurs données potentiellement piratées. Donc c'est un vrai
sujet pour tout le monde et on voit bien qu'effectivement Facebook cette année a été un peu poussé dans les cordes avec un nombre de fois où effectivement on voit qu'il y a un problème de confiance aujourd'hui pour les utilisateurs par rapport à l'usage de leurs données, par rapport au ciblage de leurs données. On a vu aussi certains annonceurs aux États-Unis, par exemple, cibler des pubs pour éviter certains types de populations, je sais pas, les handicapés, les femmes, les noirs, etc. Donc on voit bien qu'on peut détourner ces algorithmes. Alors c'est pas forcément la faute de Facebook ou c'est pas volontaire chez Facebook, mais en fait on voit bien que voilà, on peut abuser des outils pour pouvoir faire tout un tas de choses pas forcément très positives. On voit aussi qu'il y a eu certains emails internes qui montrent que c'est pas toujours simple dans ces entreprises. Et puis il y a eu toutes ces erreurs de mesure d'audience avec certains médias qui nous disent même que à force d'avoir investi sur la vidéo en prenant en compte les statistiques fournies par Facebook, aujourd'hui, ils se sont rendus compte que c'était pas autant un succès. Ils ont même dû licencier certains de leurs journalistes. Donc ça pose quand même des vrais sujets aujourd'hui. Et évidemment pour les annonceurs qui ont dépensé énormément sur ces plateformes, si on n'est pas sûr de ce pourquoi on dépense notre argent, on risque d'avoir un souci. Alors il n'y a pas que Facebook, YouTube a eu pas mal de soucis aussi de son côté, avec YouTube Kids où on s'est aperçu que au mieux il y avait des vidéos assez débiles qui utilisaient beaucoup de couleurs juste pour faire des vues, faire de l'argent et ça relève pas forcément le niveau. Et puis des fois même des vidéos inappropriées, des problèmes aussi dans les commentaires. Quand bien même on ne s'est pas retrouvé des fois avec de la publicité Google sponsorisant des vidéos de Daesh. Donc on voit bien que c'est pas simple, c'est quand on a des volumes en milliards d'utilisateurs, quand on a des milliards de contenus, finalement la beauté de ces plateformes qui profitent des contenus qui ne sont pas fabriqués par eux avec une ligne éditoriale et une vérification, c'est aussi que du coup on ne maîtrise pas tout ce qu'il y a et on a beau avoir des algorithmes, on voit bien que les algorithmes ça se détourne, ça se contourne et qu'on peut facilement abuser. Chez Twitter, il y a eu beaucoup de sujets au sujet des trolls, des harceleurs, des complotistes. C'est vrai que c'est difficile d'avoir une conversation constructive et argumentée en 140 caractères. Maintenant, on a un petit peu plus de caractère chez Twitter. Et donc, on voit bien qu'il y a un effort, il y a une vraie prise de conscience de la part des salariés et du PDG de Jack Dorsey. Mais là encore, c'est pas facile de remettre le génie dans la boîte. C'est pas facile, une fois qu'on a laissé les utilisateurs un peu s'étriper en ligne, de leur redire que maintenant, c'est plus possible. Et on voit bien surtout que ce qui est très compliqué, c'est des plateformes mondiales. Donc, qu'est-ce qu'est la vérité? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est légal? On voit bien que, on va dire, la liberté d'expression n'est pas la même aux États-Unis qu'en France. Alors, est-ce qu'on fait le plus petit dénominateur commun? Mais enfin, entre ce qui est interdit en Chine, en Thaïlande, en Iran, en Corée du Nord, on risque de pas pouvoir dire grand-chose. Ou comment, effectivement, on gère le fait que un post peut très bien être acceptable dans un pays, pas dans l'autre, mais on est sur Internet, il n'y a pas de frontières, tout se balade. Donc on voit bien que c'est complexe. Et là encore, je trouve que évidemment, il y a du mieux à faire côté plateforme, mais c'est facile de les critiquer. C'est bien plus compliqué quand on a, on va dire, ce monde entier à devoir gérer. LinkedIn s'est aussi fait attraper pour avoir a priori utilisé des emails d'utilisateurs Facebook. Donc on voit bien, voilà, c'est un petit peu la foire. La RGPD va certainement aider à rendre les choses un petit peu plus clean et en même temps on a tous vu que c'était très compliqué à appliquer jusqu'au bout la RGPD parce qu'on est à une époque où finalement on est plutôt dans le partage de la donnée, dans l'agrégation de données, dans la big data et donc ça vient un petit peu à contre-courant et puis un enjeu de démocratie derrière ces fake news, si finalement on peut plus se fier à rien, si tout le monde crée sa propre vérité, interprète les choses comme il a envie, on voit bien que ça va poser des vrais problèmes et là on peut dire que sur ce sujet Trump n'a pas forcément aidé beaucoup. Donc on voit qu'il y a des efforts. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Donc on va essayer de mettre en place plus d'équipes de modération. On va avoir des nouvelles façons de pouvoir signaler ou flaguer un contenu. Mais d'un seul coup, des fois, c'est les opposants qui vont essayer de flaguer les contenus du parti adverse. Donc on voit bien que voilà, dès qu'on trouve une solution, ça crée un nouveau problème. Donc c'est pas évident. Certainement que l'IA aidera un tout petit peu et puis il faut accepter aussi des fois de perdre un tout petit peu en rentabilité pour investir dans ces outils de modération, dans ces équipes.
pour pouvoir recontrôler les choses. Alors on nous parle beaucoup de fact-checking, hein. Il y a eu un partenariat de Facebook, entre autres en France, avec les grands médias français pour pouvoir fact-checker un certain nombre de news, mais là encore c'est assez difficile. On voit bien même en politique, hein, le même chiffre, je peux l'interpréter de façon différente, ça dépend ce qu'il y a derrière, donc c'est pas forcément évident. L'enjeu quand même derrière toutes ces plateformes, faut pas se leurrer, c'est vous, les annonceurs, c'est que si demain il y a une perte de confiance de la part des utilisateurs et une baisse de trafic, j'ai moins d'audience à vendre. Si les annonceurs ne se sentent pas en termes de confiance dans un bon environnement, dans un environnement qui est valorisant pour leur marque, effectivement, il risque d'y avoir une baisse des investissements publicitaires. Si je suis pas sûr que les statistiques sont exactes et précises, là aussi, je risque d'investir ailleurs. Donc la pression, je pense qu'elle est au-delà de l'éthique et de vouloir protéger la démocratie, elle est bien prise en compte par ces plateformes. Donc deuxième tendance, effectivement, maintenant que nos leaders Facebook, Twitter, Google, YouTube sont bien occupés à régler ces petits problèmes-là, ça laisse de la place à des petits nouveaux. Alors on sait bien aujourd'hui que c'est toujours difficile, vu les mammouths qu'on a en face, de réussir à, on va dire, émerger. Pourtant, la plateforme cette année qui a cartonné, c'est TikTok. Donc à l'époque Musical.ly, enfin il y avait TikTok en Chine et ils ont racheté Musical.ly un peu plus tard. C'est plus de 500 millions d'utilisateurs, c'est la plus grand nombre de téléchargements aujourd'hui dans l'App Store, devant YouTube, devant WhatsApp, devant Instagram, devant Facebook et WeChat. Alors bon, il faut aussi se dire que vu la taille de YouTube, WhatsApp et Instagram, ils n'avaient plus forcément une croissance gigantesque à aller faire, hein. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont l'application. Et TikTok, vous savez, c'est ces petites vidéos où finalement on va se filmer devant son téléphone en train de chanter avec tout un tas de challenges et qui cartonnent énormément sur les millennials. Évidemment, Facebook se laisse pas faire, donc à chaque fois qu'ils voient une menace, un petit peu comme à l'époque avec Snapchat où ils ont essayé de faire POC, qui n'avait pas marché, et puis ensuite les stories sur Instagram. Facebook vient de lancer l'assaut, on verra ou pas si finalement le fait de copier-coller une application populaire suffit à récupérer les choses. Sur Instagram Stories, ça a plutôt bien marché, ça a bien freiné Snapchat, sur d'autres moins, donc on verra ce que ça donne. Alors Skyrock, vous vous rappelez des Skyblogs qui avaient bien compris à l'époque la jeunesse, là ils reviennent dans le jeu. Ils lancent une application qui s'appelle Scred, qui est vraiment une application cryptée qui permet de pouvoir faire de la messagerie de manière sécurisée. Et donc là ils sont à 4000 nouveaux utilisateurs par jour. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne ou pas. Après le modèle de rentabilité est un peu à discuter. Discord, s'il y a des gamers ou des gameuses dans la salle, effectivement c'est un outil de messagerie quand vous jouez aux jeux vidéo. Donc là aussi, on a des sous-sujets. Je ne vous ai pas parlé de Twitch non plus en réseau social qui continue de cartonner. On peut se filmer en train de faire des parties de jeux vidéo. Et donc, c'est quand même une audience qui est très, très conséquente. C'est TF1 qui gère la régie pub en France. Telegram, qui est apprécié par pas mal de monde puisqu'on encrypte les messages, qui est utilisé entre autres beaucoup en Iran, qui est développé par des développeurs russes, plus de 200 millions d'utilisateurs. Donc là aussi, à suivre, ça continue de se développer, c'est plutôt pas mal. Alors, à l'inverse, on en a d'autres qui sont en train de disparaître. On a Google+, qui a annoncé sa fermeture et qui l'a un petit peu accéléré. Donc, a priori, ça sera pour août 2019. On voit bien qu'effectivement, Google et le social, ça marche pas des masses si on enlève YouTube. Il y a eu, rappelez-vous, Google Buzz, Google Wave, Google+, et on voit bien que voilà, ils ont un petit peu du mal à prendre le pas là-dessus, même s'ils ont quand même Waze, qui est quelque part aussi un réseau social pour les automobilistes, et YouTube qui reste vraiment le leader pour la vidéo. Tumblr, qui avait déjà beaucoup de mal depuis son rachat par Yahoo, vient d'annoncer qu'ils allaient censurer tout ce qui dépassait un petit peu trop en termes, on va dire, de contenu dénudé. Et on voit bien que finalement, c'était un peu la plateforme refuge pour ces contenus-là qui ont été pas mal censurés. Il y a eu le FACTA, il y a eu une nouvelle loi aux États-Unis. Et ce qui fait que, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'ils réussiront encore à avoir du trafic derrière tout ça? Et puis, plein de petits acteurs. Vous vous rappelez de Vine, qui a fermé, qui avait été racheté par Twitter avec ses petites vidéos de 6 secondes. Il y a deux fondateurs. Il y en a un qui a lancé
Hype, donc qui est plutôt de la vidéo live, qui est déjà lancé comme application, et il y a un des autres fondateurs qui va lancer Byte, donc c'est pas encore sorti, mais il nous dit je vais essayer de relancer ce format-là, toujours repartir sur de la vidéo courte en loop. Alors dans les disparus au champ d'honneur, on a Tribe qui a essayé avec Cyril Paglino de pas mal se battre. On en avait parlé sur les millennials, qui était parti aux États-Unis et finalement ils se sont fait sortir du Apple Store. Donc là aussi, on est très dépendant quand on est une application mobile de ces stores. Et donc, ils ont fermé. Vero, qui s'était bien lancé, mais qui est retombé assez rapidement derrière, entre autres lié à la personnalité du PDG, a priori, qui avait quelques casseroles derrière lui. Faut pas oublier VK ou VKontact, qui est le réseau social russe. Alors même s'ils utilisent aussi beaucoup Facebook là-bas, ça continue de cartonner, il y a toujours régulièrement des nouvelles fonctionnalités. Et puis Flickr, qui avait un peu disparu, qui a été racheté cette année par SmugMug. SmugMug, c'est un outil pour les photographes professionnels pour pouvoir mettre leur, on va dire, bibliothèque de photos. Donc on peut imaginer qu'ils vont survivre, mais ils risquent de passer d'un réseau social, finalement grand public, à un outil professionnel pour les gens de la photo. Alors c'est toujours mieux que de disparaître, mais effectivement, ça réduit un tout petit peu le scope. Alors une autre tendance qui est vraiment importante, c'est vrai qu'on nous a beaucoup parlé d'awareness au tout début, d'ailleurs de social media. On voit bien que les 2 dernières années, on était plus devenu un média tout court, on doit acheter son espace. On a bien vu que le reach organique, il s'est écroulé et que tout le monde nous a dit à la fin, bon, faut passer à la caisse. Même pour toucher les followers et les fans que vous avez recrutés organiquement. Et donc, ce qu'on voit pour 2019, c'est vraiment un passage au commerce, pas juste à l'engagement, mais à la transaction. Alors, Instagram, je vous laisserai aller voir ça dans le report, a lancé plein de nouvelles fonctionnalités si vous vendez de la mode, de la déco, etc., pour pouvoir faire sa collection shopping, pour pouvoir vendre en ligne, pour pouvoir linker ou repérer des produits dans les vidéos. On a Pinterest et Snapchat qui ont aussi mis des fonctionnalités pour simuler, on va dire, le social commerce. Alors, ça peut aller de prendre n'importe quel objet en photo et puis nous donner finalement des produits derrière de marques similaires. Donc là, on voit aussi que l'IA sur la reconnaissance visuelle, ça marche plutôt pas mal. On a les product pins chez Pinterest, donc là aussi. Et puis, il ne faut pas oublier nos amis chinois, parce qu'on va être très clair, le tiers-monde du social media, c'est nous, c'est pas eux. Ils sont vraiment en avance. À chaque fois qu'on y va à Shanghai, on est bluffé. Alors évidemment, on a WeChat, mais on a plein d'autres communautés. Là, c'est Pinduoduo, voilà, qui est une sorte de Groupon et Facebook mélangés. Là-bas, ils aiment bien inventer des nouveaux usages. 200 millions d'utilisateurs, je vous laisserai aller jeter un œil. Little Redbook, qui est 90 millions d'utilisatrices. Donc là, c'est vraiment une communauté d'acheteuses. Avant, c'était pour acheter des choses qu'on ne pouvait pas trouver en Chine. Et puis, il y a Waitao qui est en train de revenir dans le jeu, puisqu'Alibaba a investi pas mal derrière. Donc là, ça vaut vraiment le coup d'essayer de comprendre ce qui se passe là-bas et de regarder ce qui pourrait être émulé. Puis quand on parle de social, c'est pas que... alors on a Spark chez Amazon qui fait un petit peu la même chose. C'est pas que, effectivement, les réseaux sociaux, c'est les communautés. Les communautés, il ne faut pas oublier... On voyait bien qu'avec les gilets jaunes, il y a une légère fracture entre les Parisiens et le reste du pays. Le Bon Coin, c'est 28 millions d'utilisateurs en France. L'année dernière, il y a 847 000 personnes qui ont trouvé un job sur le Bon Coin. Et donc là, on voit qu'ils sont en train d'accélérer. Ils ont mis en place la messagerie. Donc au lieu de s'envoyer des emails, on peut vraiment être en live messenger pour accélérer les transactions. Aujourd'hui, ils sont en train de proposer le tiers de confiance en termes de paiement. Donc au lieu de prendre le risque d'envoyer mon argent, je ne sais pas trop ce qui va se passer, il est bloqué temporairement par le Bon Coin. Donc tout ça, ça va accélérer beaucoup les transactions. Et ils sont en train de développer plein de solutions ad hoc. Donc il y avait déjà tout ce qui était automobile en termes de petites annonces, les annonces immobilières. Là, ils vont arriver sur le neuf en immobilier. Ils vont arriver sur les offres de cadres pour l'emploi. Donc, on voit qu'ils vont lancer pas mal de choses. Et je pense que sur le social commerce, et puis ils accélèrent aussi sur la pub. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Il ne faut pas les oublier. Airbnb et ses expériences, c'est par essence une plateforme sociale. Airbnb Experience, c'est quoi? C'est des personnes
utilisateurs d'Airbnb qui disent moi j'ai envie de proposer une visite, une expérience spéciale sur un lieu, donc je sais pas, découvrez les cuisines de Paris, la visite historique de tel quartier, et donc c'est vraiment les utilisateurs qui proposent aux autres utilisateurs des expériences qui sont payantes. Airbnb prend une commission au milieu, il y a eu 2500% de croissance en 2017, il y a 15 000 expériences disponibles dans plus de 1000 destinations, ça marche très bien. J'étais au Japon cet été, j'ai fait un tour avec un photographe de Tokyo. Donc voilà, ça on le voit pas, mais c'est effectivement aussi un super bon moyen pour Airbnb d'être référencé sur beaucoup plus de mots-clés liés au voyage et donc de se repositionner face à un Booking ou un Expedia en dépensant pas beaucoup d'argent plutôt que d'acheter des mots-clés. Influenceurs, l'âge de raison. Il y a eu un gros sujet cette année sur la chasse à l'achat de followers. Je vous invite à aller voir ces 2 vidéos qui seront cliquables dans le report, où il y a vraiment des influenceurs qui eux-mêmes sont en train de critiquer les faux influenceurs qui ont acheté des fans, des followers, qui nous expliquent qu'en utilisant différents outils dont Social Blade par exemple, comment vous pouvez voir un peu l'historique de croissance des followers d'un compte et vous rendre compte que quand d'un seul coup vous prenez 2000 followers en une journée, alors soit vous avez fait la vidéo du jour, soit juste a priori vous êtes allé acheter des faux fans. On voit même que Instagram a déclaré qu'il allait mener la guerre, donc il allait essayer de détecter toutes les hausses ou les variations importantes et de bloquer les comptes. Il a d'ailleurs fait fermer tout un tas de services dont Instagram par exemple qui étaient des bots pour aller auto-liker, pour aller auto-suivre d'autres comptes. Donc là, on voit bien qu'il y a une nécessité de cleaner un petit peu ça. Il y a aussi toute une dénonciation de l'arnaque au dropshipping. Donc le dropshipping, c'est quoi ? C'est des Instagrammeurs ou des influenceurs qui vont faire la promo d'un produit à prix super cassé. En fait, généralement, il est acheté en Chine, sur Wish ou sur d'autres plateformes. Eux vont le vendre 5 ou 10 fois le prix en utilisant leur base. Et en fait, ça va jamais passer par chez eux. Ils vont souvent recommander des produits de très mauvaise qualité. Donc là aussi, une bonne vidéo à aller voir par le Prince des Rats qui explique bien ce phénomène-là. Et on voit que les marques elles-mêmes sont en train de s'organiser face aux faux fans pour faire le filtre, vérifier que effectivement derrière les 120 000, les 250 000, les 1 million de followers ou de fans, effectivement ça soit une réalité. Donc Unilever, Accor Hotel et d'autres qui s'engagent. Et puis il y a une petite menace liée à la directive européenne sur les copyrights qui a été votée dernièrement et qui peut mettre en risque un certain nombre d'influenceurs qui réutilisent du contenu tiers, de la vidéo, du son qui n'est pas à eux. Donc là aussi un vrai sujet en ce moment là-dessus. Et pour terminer, on voit bien qu'il y a aussi l'usage professionnel des réseaux sociaux. On parle beaucoup de social selling ou d'employee advocacy, c'est comment on va faire rayonner son entreprise, ses contenus. On parle aussi d'inbound marketing, créer du contenu qui va faire venir en B2B sur le site de son entreprise. Évidemment LinkedIn avec ses 590 millions de membres dans le monde, 30 millions d'entreprises. Qui maintenant se lance aussi sur l'e-learning, qui se lance sur le collaboratif, puisque là ils ont un accord avec Microsoft Office 365, LinkedIn appartient à Microsoft. On voit qu'ils viennent de rafraîchir leur page, ils viennent enfin de mettre le moteur de recherche sur les contenus postés dans les feeds. Donc quand vous cherchez un mot-clé, il n'y a pas que les entreprises, les jobs et les personnes, maintenant vous pouvez chercher dans les contenus, ça c'est depuis 10 jours. Indeed qui vient face à LinkedIn et qui grimpe aussi, et puis Glassdoor qui est encore pas gigantesque en France, mais ce site où on peut aller voir la réputation des entreprises, l'avis des salariés, qui est quand même en train de grandir. Et je conseille à un certain nombre d'entre vous d'aller regarder ce qu'on dit de vos entreprises. Vous seriez surpris dans certains cas. 2 applications qu'on kiffe, Shaper pour à déjeuner ou prendre un café avec quelqu'un d'autre au terme professionnel, Nuzzle pour trouver le meilleur de ce qui a été partagé par vos contacts sur les réseaux sociaux. Ça vous recrée un feed avec les contenus qui ont été le plus partagés. Faites bosser vos amis, faites bosser vos collègues et regardez ce qui est le plus populaire plutôt que de regarder tout ce qui passe dans votre flux Twitter. Donc pour conclure, effectivement, chaque période de l'histoire a eu un peu sa musique. Donc vous vous rappelez, chaque grandes années, on a eu ces albums. Alors à l'époque c'était le top 50. Aujourd'hui ça serait plutôt le top des likes, le top des shares, le top des views sur les plateformes social. Donc je vais terminer avec un petit morceau qui a été vu plus de 2 milliards de fois cette année. Donc si vous l'avez raté, vous avez raté Ping Fong.
quoi, faire 2 milliards de vues, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, merci à vous et bonne fête.